Bonjour à tous et bienvenue sur Monaco Info. Nous sommes le mercredi 5 février. Voici les titres qui seront développés dans ce journal. Nous irons à l'Agora des métiers à l'auditorium Régnier 3 pour une journée dédiée à l'orientation des élèves de la Principauté. Un pacte énergétique a été signé la semaine dernière entre le gouvernement princier et le corps consulaire honoraire. Nous vous dresserons le portrait de Gunnar Idenstam. Le célèbre organiste est venu enregistrer son album à la cathédrale de Monaco. Et enfin, notre invité de la semaine, Daniel Joanneau, l'ancien ambassadeur, est venu présenter son livre « Dictionnaire amoureux de la diplomatie ». Mais avant de développer ces titres, la société monégasque internationale portuaire vient de signer son entrée au capital de la société du port de Cap d'Aille, une entrée à hauteur de 20%. On écoute à ce propos à l'écho que c'est au bout. Nous rentrons aujourd'hui dans la SPCA pour mieux comprendre, mieux connaître le port de Cap d'Aille et on espère pouvoir répondre de la meilleure façon à l'appel d'offres qui va être lancé en 2027 par la métropole. Donc on est actionnaire à 20% de la SPCA, on est devenu gérant de la SPCA, donc nous allons avoir la conversation et les discussions avec la métropole en tant que gérant. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de synergies et de collaborations qui peuvent être mises en place avec le port Hercule et Fontvieille et le port de Cap d'Aille dès maintenant. Donc je pense que c'est intéressant pour tout le monde. Et puis voilà, notre rôle nous on n'a aucun rôle opérationnel dans le port de Cap d'Aille aujourd'hui. C'est vraiment un rôle d'apprentissage et de connaissance du port. Direction l'auditorium Régnier 3 pour une journée dédiée à l'orientation des élèves de la Principauté. L'Agora des métiers propose chaque année un éventail de postes à découvrir, des plus classiques aux moins conventionnels. Tour d'horizon avec Alexandra Pani. Qu'est-ce que tu voudras faire quand tu seras plus grand ? Cette phrase que l'on entend depuis notre plus tendre enfance prend souvent un côté plus solennel à l'adolescence. À l'heure de faire ses premiers choix d'orientation, certains semblent sereins alors que d'autres sont encore hésitants. L'Agora des métiers a justement été créée pour encadrer et proposer un large choix de professions aux élèves de la Principauté. Ça aide beaucoup parce qu'on pose beaucoup de questions et donc ça nous informe pour plus tard, les études et qu'est-ce qu'on voudra faire. Est-ce que toi, tu avais déjà une idée ? Oui, j'aimerais devenir institutrice. Franchement, ça se passe très bien, j'apprends beaucoup de choses, ça m'offre des voies un peu. Et je réfléchis de plus en plus pour mon orientation après le collège. On est venu avec des idées, mais on tourne un petit peu partout. C'est important quand même déjà de réfléchir à ce que vous voulez faire plus tard, vous pensez ? Oui, parce que on peut comme ça, on choisit les études qu'on doit faire ou quoi. Et dans quel lycée partir aussi. Quelles études faire ? Le choix des études, à l'adolescence, il est parfois difficile d'avoir un avis tranché sur son avenir professionnel. Et avec la réforme du baccalauréat et du lycée, les choix d'orientation sont évoqués de plus en plus tôt. Une 50aine de stands étaient à leur disposition cette année. L'objectif des professionnels présents, leur apporter une vision claire et plus précise du quotidien qui les attendra dans leur futur emploi. On a eu une petite dizaine d'élèves qui étaient intéressés, qui sont venus au stand des métiers de l'enseignement. Donc il y a eu de bons contacts, des élèves vraiment intéressés qui nous ont posé des questions sur comment devenir enseignant, comment devenir plus particulièrement professeur des écoles. Ils sont curieux, certaines étaient un petit peu timides. Des métiers que l'on pourrait dire traditionnels comme professeur, mais pas seulement. Pour la première fois, le métier de tatoueur par exemple était représenté, ou encore pilote ou archéologue. Ils connaissent déjà le métier parce qu'on a monté un grand projet avec l'éducation nationale. Donc ces élèves qu'on voit aujourd'hui sont déjà passés au CE2, donc au musée. Ils connaissent déjà l'archéologie en général. Et nous aujourd'hui, on essaie de les orienter par rapport au cursus scolaire après le bac, donc l'université. Donc ils sont très intéressés en général. De précieux conseils sur des secteurs d'activité porteurs en Principauté et qui, espérons-le, auront suscité de nouvelles vocations auprès des jeunes. Et il faisait partie des exposants. KSO est une application qui permet d'aider les élèves dans leurs recherches pour les études supérieures. Explication. KSO, c'est un coach virtuel pour l'orientation des élèves. Du coup, tous les élèves, de la 3e jusqu'à la terminale, sont équipés de ce coach qu'ils peuvent consulter en ligne comme une application avec qui ils interagissent par un jeu de questions-réponses qui leur permet de mieux se connaître, découvrir des métiers qui leur correspondent vraiment et trouver les formations pour y arriver. Du coup, ils discutent avec lui sur leur mobile directement pour aller plus loin et creuser leur projet professionnel. Du coup, l'équipe KSO est intervenue directement en classe
dans toutes les classes, de la 3e jusqu'à la terminale, pour leur montrer Kaizo, les faire utiliser l'application. Et on revient aujourd'hui à l'Agora pour creuser cette utilisation. Et puis enfin une 3e fois à la fin de l'année pour voir comment ça s'est passé, puisque c'est une innovation, une expérimentation qu'on fait, et pour voir quels ont été les résultats. C'est une signature qui se veut optimiste. La semaine dernière, un pacte énergétique a été signé entre le gouvernement princier et le corps consulaire honoraire. Yannick Debevert était sur place. L'objectif principal du gouvernement monégasque, c'est la neutralité carbone d'ici 2050. Pour cela, la principauté va se concentrer sur 3 axes forts, la gestion des déchets, l'efficacité énergétique ainsi que le développement des énergies renouvelables. C'est tout ce que contient ce pacte énergétique signé entre le ministère des Relations extérieures et l'association des consuls honoraires de Monaco. Le pacte énergétique signifie qu'on doit faire des efforts. C'est très clair, nous avons tous des habitudes qui sont des habitudes qui doivent être modifiées. Et je pense que la signature de ce pacte va nous permettre, nous consuls, et par rapport aux populations qu'on représente à Monaco, va nous permettre de faire des efforts pour aller dans le domaine du développement durable. Un chiffre important, sachez que 35% des émissions de gaz à effet de serre à Monaco proviennent du chauffage ou la climatisation des habitations. Pour réduire ce chiffre, le gouvernement compte interdire le fioul pour le chauffage et va mettre en place un programme Smart Plus afin de mesurer la consommation d'énergie de chaque foyer. Ce programme rejoint l'autre grande partie de la réunion plénière, la Smart City, c'est-à-dire une ville 100% connectée d'ici quelques années. La Smart City, c'est tout à fait l'avenir pour l'attractivité de la principauté et tout ce qui est développement durable est quelque chose qui est obligatoire pour l'avenir et pour nos enfants. Donc je pense que c'est l'avenir et qu'il faut que ce soit nous, associations des corps consulaires ou que ce soit d'autres, il faut que l'on soit de plus en plus performant dans le domaine. Une réunion très riche en informations mais qui a soulevé quelques interrogations. La confidentialité, la pollution des navires à quai ou bien encore la réelle nécessité d'un réseau de bus plus développé. Quoi qu'il en soit, cette signature illustre parfaitement les ambitions de la principauté, être un modèle pour ses voisins. Direction la cathédrale de Monaco, où un célèbre organiste vient d'enregistrer son album, Gunnar Idenstam. Il s'est déjà produit en principauté à l'occasion du Festival international d'orgue. Vanessa Dessy vous en dit plus. Il est connu dans le monde entier pour son jeu virtuose. Gunnar Idenstam est un organiste célèbre pour ses improvisations étonnantes. De formation classique, il affectionne particulièrement la musique folklorique et le rock symphonique des années 70. Je suis organiste, concertiste international et aussi compositeur. Je joue partout et mon spécialité, c'est dans ma musique de moi-même, ma propre musique. Je mélange les styles classiques, notamment le style français à la cathédrale, avec la musique, quelques influences de la musique rock et de la musique metal. Je ne sais pas, c'est ici. Je ne sais pas. Peut-être parce que quand j'étais jeune, j'ai joué que la musique classique. Et mes parents étaient souvent à l'église, alors j'ai écouté l'orgue très tôt. Mais la musique pop, c'était à l'autre côté. Mais pour moi, la musique pop et rock et tout ça, ça a toujours été une histoire amoureuse, distante. Déjà venu en principauté, Gunnar Idenstam enregistre le CD de ses œuvres au grand orgue de la cathédrale de Monaco. Une collaboration avec la principauté qui n'est pourtant pas une première. Nous connaissons Gunnar Idenstam depuis le Festival d'orgue, puisqu'il est régulièrement invité par Olivier Vernet, qui est notre directeur de programmation. Et c'est un immense organiste et nous nous réjouissons qu'il ait choisi l'orgue de la Principauté pour pouvoir enregistrer son CD. Donc pour nous, c'est vraiment l'occasion que la Principauté rayonne de par son instrument et également de par le festival. Donc nous nous réjouissons de cette collaboration. À
la fois gothique et fantastique, sa composition s'intitule Metal Angel. Son message se traduit par une réflexion sur le monde d'aujourd'hui. Symbolisé par des anges blancs et noirs, il est question de faire face aux problèmes environnementaux et aux différentes guerres présentes sur la planète. Il est temps de recevoir notre invité de la semaine. Aujourd'hui, il s'agit de Daniel Joanneau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes un ancien diplomate. Vous êtes ici à Monaco pour présenter un ouvrage. On est au lycée technique et hôtelier. Vous allez donner une conférence dans quelques instants, organisée conjointement par le Pen Club, l'Alliance française et le Monaco Press Club. Vous avez écrit, je l'ai dit, un ouvrage qui s'appelle « Dictionnaire amoureux de la diplomatie ». C'est-à-dire, qu'est-ce que vous avez voulu faire passer comme message aux lecteurs ? Les gens savent mal ce que font les diplomates. Il y a eu dans la littérature française souvent pas mal d'ironie. Oui. Et puis souvent on a l'impression que les chefs d'État règlent leurs affaires tout seuls et qu'ils n'ont besoin de personne d'autre. Or, il y a un énorme travail préparatoire évidemment qui est fait par les diplomates. Donc j'ai voulu expliquer ce qu'était aujourd'hui le métier de diplomate. Ces différentes facettes, et puis rendre hommage aux grandes figures qui ont illustré la diplomatie à travers les siècles, et pas seulement les grands ministres français ou les grands ambassadeurs français. Vous avez voulu casser les idées reçues un peu sur les diplomates. À quoi sert un diplomate concrètement au XXIe siècle ? Il assure la continuité d'une relation entre deux États, il explique ce qui se passe, là où il est, à ses autorités, il communique beaucoup, il est beaucoup sur le terrain, il voit beaucoup de monde, il défend les intérêts de son pays, les intérêts économiques, scientifiques, il défend nos valeurs dans les organisations internationales et tant qu'il y aura des États, ils auront vraiment besoin de diplomates. Il est écouté ? Il était en tant que diplomate français, oui, parce que vous avez été écouté, vous êtes dans un pays en crise, Paris vous écoute, Paris ou votre capitale vous écoute, vous avez du crédit parce que vous êtes celui qui est vraiment au centre de la situation. Et c'est un métier d'action, c'est un métier de proposition, c'est pas du tout un métier contemplatif. On passe son temps à pousser des projets, voir des entreprises, organiser des partenariats entre universités, appuyer les alliances françaises. C'est un métier vraiment un métier d'action et très varié qui donne l'occasion de servir dans des pays très différents ou dans des organisations internationales très, très différentes. C'est un métier d'action, vous l'avez dit. Vous avez été ambassadeur notamment pour la France au Mozambique, au Liban, Canada, Pakistan. Il y a eu de l'action pendant... Tout le temps. Tout le temps. Et puis beaucoup de propositions aussi, parce qu'on vous écoute. On prend très au sérieux ce que vous proposez. Ensuite, on peut faire ce que vous proposez ou non. Mais j'ai beaucoup aimé cette position du diplomate qui est à l'écoute du pays ou à l'écoute de ses partenaires dans une organisation internationale et qui voit où est l'intérêt de son propre pays et quelles propositions il faut faire. C'est un métier dangereux. Vous avez couru des risques dans certains pays, en Afghanistan, en Irak, aujourd'hui, c'est vraiment un métier dangereux. Et puis dans beaucoup d'autres pays, c'est un métier à risque. Quels sont les souvenirs, vous-même, que vous gardez en tant qu'ambassadeur, par exemple, dans les pays où vous étiez, je le répète, Mozambique, Liban, Canada, Pakistan, entre autres. Quels sont le souvenir, peut-être, qui vous restera de cette période-là ? C'est le souvenir d'avoir, de m'être trouvé dans des pays qui étaient en grande transition, en grand changement, dans des périodes où tout change. Et donc là, vous faites un peu un travail d'électricien, c'est-à-dire que vous rebranchez les fils avec les nouveaux responsables du pays, vous expliquez à Paris quelle est leur politique. Et donc, ce sont des contextes qui sont très intéressants pour un diplomate. Sinon, à Paris, le métier que j'ai adoré, c'est chef du protocole. On va en parler. En parler justement, parce que vous avez été chef du protocole de François Mitterrand et de Jacques Chirac. Oui. Quel souvenir vous gardez déjà de François Mitterrand ou l'anecdote que vous pouvez nous raconter sur... Le souvenir que je garde des deux, c'est le souvenir d'une très grande fierté de les avoir accompagnés à l'étranger.
François Mitterrand avait un aura extraordinaire quand il se déplaçait à l'étranger. Jacques Chirac, avec une personnalité différente, très chaleureuse, avait aussi beaucoup de prestige. Et puis, on fait, et Laurent Stefanini, qui a été chef du protocole, pourrait en témoigner aussi, on a l'occasion de rencontres absolument exceptionnelles. Vous passez 20 minutes avec Mandela dans l'hélicoptère qui vous conduit d'Orly au château de Rambouillet, ou bien 3 jours avec le pape Jean-Paul II. Voilà, enfin, ce sont des moments privilégiés. Après tant d'années à avoir travaillé pour la France, votre livre s'appelle « Dictionnaire amoureux de la diplomatie ». Après tant d'années à avoir travaillé pour la France, est-ce que vous êtes toujours amoureux de la diplomatie? Ah oui, oui, plus que jamais. Oui, je trouve que c'est un métier magnifique. Cet entretien s'achève. Merci d'avoir répondu Merci à mes vous. Questions. C'est un honneur pour moi d'être reçu à Monaco. Merci beaucoup. Avant de passer à la suite, je vous propose d'écouter et de voir quelles seront les prévisions météo dans les prochains jours. Après les beaux jours, nous continuerons à perdre quelques degrés jeudi. Des nuages passagers feront leur apparition en matinée avant de se dissiper timidement, aidés par une légère brise. Même cas de figure vendredi avec une tendance à l'ensoleillement malgré la présence d'un voile nuageux. En revanche, cela se gâtera ce week-end. Ciel couvert samedi et quelques percées du soleil dimanche, mais le temps sera globalement gris. Le retour du soleil est annoncé pour le début de semaine prochaine avec une hausse sensible des températures jusqu'à 7 degrés en plus. Il fera par exemple 15 degrés au meilleur moment de la journée mardi. Ce journal est terminé. Merci de votre fidélité. La suite de vos programmes sur Monaco Info. À très bientôt. Au revoir.